Bonjour, je suis Anne-Gabrielle et vous écoutez Monologue, le podcast qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Au fil des épisodes, nous irons ensemble à la rencontre d'invités qui nous parleront de la petite voix dans leur tête. Comment elle leur parle, comment ils se parlent et ce que ça fait d'être eux. Alors bienvenue. Monologue, ça fait comment d'être vous ? Bonjour à tous, mon invité du jour est chercheur en sciences sociales. Il a 55 ans. De nationalité belge, il vit en Angleterre depuis presque 20 ans, où il a fondé une famille. Dans la vie, il adore se déplacer à vélo et cultiver ses propres légumes. Aujourd'hui, il vient nous raconter sa vie intérieure qui a un profil un peu moins courant que ce qu'on a entendu jusque-là, car elle ne contient pas de paroles ou très peu, sauf si c'est nécessaire et qu'il doit structurer sa pensée à un moment précis. Pour nous raconter tout ça, il nous emmène dans les ambiances de vieux films russes. Vous verrez, c'est assez dépaysant. Alors bonne découverte à vous et bonne écoute. Bonjour Pierre et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour. Alors pour rappel, dans ce podcast, je pose des questions à mes invités pour comprendre comment ils fonctionnent, comment c'est dans leur tête et comment ils s'en sortent avec tout ça. Donc je vais poser pour ça quelques questions, d'abord un peu de description, peut-être un peu plus technique sur comment tu fonctionnes. Puis on parlera un peu de ta relation avec cette voix et de sa relation avec les autres. Et pour terminer, on parlera un peu émotion et peut-être même un peu de métaphysique. Ok, on y va ? On y va. Alors ma première question, toujours la même et un peu technique, c'est dans ta tête, est-ce que tu penses comme on écrirait sur un sujet ou bien est-ce que tu es plutôt à te jouer des conversations ou rejouer des conversations? Donc est-ce que tu es plutôt monologue ou dialogue? La première chose que j'ai envie de dire, c'est que j'étais en voyant un petit peu le genre de préoccupation de ce podcast, je me sens un petit peu à part dans le sens où ma vie intérieure, mon dialogue intérieur, si on peut le dire comme ça, est non-verbal, est essentiellement non-verbal. Les mots ne viennent que lorsque un dialogue commence un dialogue démarre avec une autre personne, ou effectivement quand j'écris donc genre journal intime ou quand j'écris simplement des pensées, quand je les structure. Donc là il y a un travail de structuration, de mise en mots. Mais je veux dire, si ta question est vraiment à propos de la vie intérieure, ma vie intérieure à l'état brut, alors elle est non verbale. Et est-ce que tu saurais un peu décrire, ça fonctionne par image ou par ressenti ou c'est une sorte de pré-langage, enfin donc tu as les concepts qui sont là mais juste il y a pas de mots dessus en fait. Bon, alors je vais peut-être introduire ici le fait que je fais partie de ces nouvelles catégories, relativement nouvelle catégorie psychologique dont on parle maintenant de plus en plus. J'ai été récemment diagnostiqué à la fois comme étant sur le spectre de l'autisme et aussi avec déficit chronique de l'attention. Les deux vont souvent ensemble en fait. Mais donc ça veut dire que dans certaines circonstances, mon esprit a tendance peut-être à fonctionner un peu plus comme celle d'un chien fou que la moyenne des autres êtres humains. Et même si dans l'autre, c'est un mélange des deux, c'est un mélange de l'inverse aussi, il n'y a pas hyper focus. Mais l'autre aspect, c'est que, ça c'est l'aspect autiste, j'ai peut-être un peu plus difficile que la moyenne des gens à lire les émotions, y compris les miennes. Donc ça fait un paysage intérieur assez probablement différent de celui de la moyenne des gens, je dirais. Donc, mais pour en revenir à ta question, j'essaie d'y répondre le plus honnêtement possible. Enfin, ce que tu dis, donc m'évoque. Je pensais à ça avant on commence à parler. L'idée de voyant lumineux. Donc ce qui se passe dans ma tête, c'est un peu de temps en temps ou à différents moments de la journée, en fonction de ce que je fais, c'est des voyants qui s'allument et qui attirent mon attention.
euh, et qui peuvent être liés. Enfin, ils sont évidemment toujours contingents à ce qui se passe pendant la journée. Donc il y a plus de voyants et c'est plus intense quand je suis au travail et que j'ai beaucoup de choses à faire. Et donc c'est un peu comme des sonnettes d'alarme dans un poste de commande. Et ces voyants, ce sont des pensées justement ou des sujets auxquels tu dois te... Ça dépend des thèmes, des choses sur lesquelles qui réclament mon attention immédiate. Mm-hmm. C'est un peu des notifications qui apparaissent dans ton... Oui, c'est ça. En fait, oui, c'est ça. Des notifications, c'est une bonne métaphore en fait. Des notifications. Et alors, bon, parfois c'est gérable, parfois il y en a beaucoup, et alors c'est un peu difficile de les hiérarchiser. Et parfois il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, ça, je suis un petit peu comme le lapin dans Alice au pays des merveilles. Donc ça, c'est une chose, mais c'est dans un contexte où je suis actif. Donc j'ai des choses à faire. Enfin, j'exerce des responsabilités, que ce soit d'ordre personnel, familial ou lié à ma vie professionnelle. Maintenant, à l'inverse complètement, je ne sais pas si tu as déjà vu des films d'Andrei Tarkovsky. Je ne pense pas, non. C'est un metteur en scène russe assez connu qui a fait des films dans les années 70 et il faisait des films enfin pas tous, mais il faisait quand même beaucoup de films très lents, très contemplatifs. Donc c'est des films en fait qui sont à la fois magnifiques mais en même temps chiants. C'est un petit peu ce contraste très fort entre des films qui sont très chiants, ennuyeux, boring, mais qui sont en même temps d'une beauté incroyable, en tout cas pour moi, d'une beauté poétique incroyable. Et donc pourquoi je parle de ça? Parce que à un autre niveau, ma vie intérieure, c'est aussi quand j'en ai l'occasion, l'opportunité, ou c'est un petit peu d'avoir ce regard et cette interaction, comment dire, d'observateur d'un paysage, oui, contemplatif en fait, et avec des émotions lentes et relativement diffuses, et sans encore une fois pas de verbal, c'est juste la sensation de s'imprégner de son environnement, d'en percevoir une forme de beauté poétique et l'impression en fait de ne pas en être complètement distinct. Donc un mode plus contemplatif et un autre mode où tu es dans un environnement avec beaucoup de stimuli et là tu as ces notifications. Oui, je pense que, de façon un peu caricaturelle, on pourrait dire que, clairement, il y en a un qui se rapproche plus à un mode de fonctionnement et déficit de l'attention et l'autre au mode plus autiste et plus dans sa petite bulle comme ça, par rapport à l'archétype de chacun de ces deux trucs. Merci Myriam pour cette description. C'est vrai que c'est plus rare, mais ce n'est pas, non, rare n'est pas le bon adjectif justement. C'est moins courant, mais en fait, il y a pas mal de gens qui n'ont pas non plus forcément de mots dans leur expérience intérieure et pas forcément de voix, quoi. Oui, donc c'est un bel exemple. Là, tu viens un peu nous parler du mode plus contemplatif quand tu es éventuellement tout seul. Mais est-ce que ce sont des moments agréable? Est-ce que tu es content quand tu es avec toi ou est-ce que c'est plutôt vite désagréable ou source de tension ou voilà. Est-ce que c'est agréable d'être tout seul? D'être tout seul, oui, clairement, oui. En fait, je blague souvent avec des amis en leur disant que comme toute bonne chose, les autres ou les humains sont à prendre avec modération. Donc, je pense qu'au départ, je suis sans doute mieux avec moi-même qu'avec les autres. Enfin, peut-être que c'est un truisme et que tout le monde est comme ça, mais oui, aller vers les autres me demande toujours un effort, même si c'est beaucoup plus naturalisé. J'ai beaucoup plus naturalisé ça maintenant que quand j'étais plus jeune, mais donc je vis bien avec moi-même. Maintenant, c'est clair que les moments contemplatifs sont des moments où il y a plus de... Oui, j'ai plus un sentiment de plénitude dans ces instants-là que mon fonctionnement social, on va dire comme ça, qui implique des responsabilités. C'est pas complètement une opposition parce que avoir des voyants qui s'allument, ça peut être aussi fun et stimulant et excitant, etc. Ça c'est plus ambivalent parce que ça peut être à la fois
stressant, mais aussi, oui, stimulant, excitant. C'est ça. Ça dépend un peu, j'imagine, du jour et de l'état Oui. général. Même si, de la même façon que dans les films de Tarkovsky aussi, je reviens à ça, je peux éprouver une forme de mélancolie quand je suis dans des moments plus contemplatifs, mais en même temps, cette forme de mélancolie, elle reste belle. Mhm. Et j'aime bien aussi poser une autre question pour le lien entre le mental et le corps. Est-ce que tu te ressens, par exemple, particulièrement sensible au visuel ou au toucher ou aux odeurs ou aux autres sens, ou pas spécialement? Est-ce que c'est quelque chose qui joue un rôle important dans ta vie, la sensibilité? Ok, alors, deux choses. Je crois que je suis assez visuel, oui. J'ai une mémoire photographique. J'ai des images, oui, des images peuvent me venir régulièrement dans la tête. Mais mon visuel est aussi un peu particulier dans le sens j'ai tendance à hyper-focus. Mon attention est attirée par des choses parfois anodines. Ça peut être un petit truc sur un mur, un petit détail sur un mur qui, je ne sais pas, retient mon regard et je peux tout d'un coup trouver ça passionnant ou en tout cas intéressant. Ou des trucs comme des graffitis. C'est quelque chose que j'ai moins le temps de faire ça maintenant, mais j'essayais d'enregistrer en prenant des photos. L'autre chose, c'est que d'une façon générale, je crois que j'ai tendance à être un petit peu, je ne sais pas si le mot existe en français, on le dit en anglais, hypersensitive. Donc j'ai tendance à probablement sur on va dire 90 parties, sans entrer dans les tests, 90 parties de mon corps être plutôt moins sensible. Je suis pas très sensible, donc ça veut dire que et peut-être que ça fait partie de la même chose. Savoir lire les messages et les signaux que m'envoie mon corps, ça a été un apprentissage assez long. Donc comme savoir identifier quand j'ai faim, quand je suis fatigué, etc. Parfois, ça m'arrive encore souvent de passer l'un et l'autre. Est-ce que, pour parler un peu de ta relation avec ta vie intérieure, si tu as eu, par exemple, une journée très dense avec beaucoup de choses à faire, etc., bien remplie, est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne ou que tu peux faire pour faire un retour au calme ou il se fait tout seul? Une des raisons pour lesquelles je disais tout à l'heure que la consommation de relations sociales est bien, mais en modération. Et donc, même avant la fin de la journée, j'ai besoin de moments de solitude, même si ça dure pas très longtemps. Donc, je me suis rendu compte rétrospectivement que je mets en place, ou j'ai mis en place plein de petits stratagèmes pour me retrouver tout seul quelques minutes, parce que sinon, je pense que si je devais vraiment rester exposé 100%, par exemple dans un groupe pendant toute une journée, je pense que j'aurais du mal en fait. Mm-hmm. Alors comment est-ce que non, il y a pas d'activité. Je suis en train, je suis, comment on dit en anglais, I'm on a path ou I'm on a journey. Tu es en chemin. En chemin, oui. Enfin, vers quelque chose oui, expérimenter avec de la méditation. Mais ce n'est pas exactement la réponse à ta question. C'est quelque chose qui me permet peut-être de gérer différemment ce qui se passe quand il y a de l'hyperactivité, avec peut-être un peu plus de détachement. Mais si je veux être brutalement honnête, ce qui se passe typiquement quand je reviens d'une journée bien remplie, c'est je m'assieds sur une chaise et je ne fais rien en fait. J'ai besoin vraiment, oui c'est ça, de passivité. Oui, c'est ça. Ne plus faire et être éventuellement seul pendant quelques instants suffit en fait à l'apaisement déjà. Oui. Ou disons, oui, c'est ça, mais pour reprendre l'exemple que tu disais de journée, après une journée bien remplie, ben, je pense que, pour le dire un peu comme ça, je me transforme un petit peu en légume pendant une heure ou deux, quoi. Donc, je suis assis sur une chaise, et alors je peux même à moi-même me donner l'impression d'activité, mais en fait, non, c'est vraiment me mettre en mode veille pour faire la comparaison avec le fonctionnement d'un ordinateur. Oui. Pour digérer un peu l'activité. Oui. Est-ce que tu t'interroges du coup sur la vie intérieure des autres?
C'est une question intéressante. Bon, je pense qu'on a toujours envie de comprendre, de savoir ce qui se passe ce qui se passe chez les autres, ce qui les motive à faire ou à ne pas faire certaines choses. Mais en même temps, je pense que c'est inaccessible. Il y a un peu cette expression dont je ne me souviens plus très bien, mais il y a ce qu'on sent, il y a ce qu'on croit qu'on sent, il y a ce qu'on dit qu'on croit qu'on sent, il y a ce qu'on dit qu'on croit qu'on sent des autres, et puis blablabla, ce que les autres pensent, entendent, pensent avoir. Tu vois, donc oui, je suis curieux, je serais curieux, hypothétiquement, de savoir de découvrir la vie intérieure des gens, mais en même temps, je pense qu'elle est presque par définition inaccessible à d'autres. Ouais. En même temps, c'est aussi un peu ce que j'essaye de mettre en lumière dans ce podcast, de pouvoir venir un peu partager sur ce qu'on ressent, comment on le vit, même si, comme tu dis, il y a toujours le filtre de ce qu'on ressent, ce qu'on choisit de dire, de comment on le dit, de l'interprétation, voilà, effectivement, on n'a pas... Oui, mais ça va plus loin. Je pense qu'il y a des choses qui sont fondamentalement incommunicables. Donc, tout à l'heure, tu évoquais une partie des questions que tu poses sont formulées à l'adresse de personnes dont l'expérience au monde passe littéralement par un dialogue, donc verbal, intérieur. Bon, d'une certaine façon, pour moi, j'ai beaucoup de mal à me représenter ça, en fait. Mais tu l'avais quand même déjà remarqué qu'il y a d'autres gens qui fonctionnent en verbal dans leur vie intérieure ou pas vraiment, non. Enfin, je veux dire, pas vraiment, non. Non, en fait, non. Et de la même façon, j'imagine que la façon dont je tente de décrire mes ressentis, etc., doit sembler étrangère à des gens, à des gens dont l'esprit fonctionne de façon différente. Est-ce que, clôturer un peu cette partie avec les autres, tu pourrais partager avec nous une chose que quelqu'un t'a appris ou dit un jour et qui a une influence positive sur ta façon d'être au monde? Quelque chose qui t'a aidé? Oui, c'est difficile à répondre à ça. C'est plutôt des manières d'être au monde qui m'ont impressionné, mais je ne peux pas résumer ça en une phrase ou en un mot. En général, les manières d'être au monde des gens qui m'ont inspiré, sont des gens qui, en gros, dû essayer à leur niveau de changer le monde. Donc, des gens qui étaient engagés politiquement à gauche et qui refusaient les inégalités socioculturelles de notre monde, de nos sociétés. Et cette énergie, cet élan continue à malgré tout se contenter de petites victoires, étant donné l'énormité de la tâche. C'est quelque chose. Enfin oui, j'ai rencontré des gens qui étaient dans ce mode-là de fonctionnement à différentes étapes de ma vie, et ce sont des gens, des choses que j'ai trouvé vraiment inspirants, oui. Je me souviens en particulier ça c'est peut-être un cliché parce que je pense qu'on a tous eu un prof il y avait un prof de français quand j'étais en école secondaire qui était un peu comme ça, assez charismatique, mais c'était pas charismatique au sens narcissique, c'était vraiment quelqu'un qui sincèrement avait un engagement et même si je suis pas du tout religieux, aussi un prêtre ouvrier à Liège, qui a eu beaucoup d'engagement social. Et je propose d'aller vers la dernière partie de questions. Est-ce que tu saurais nous dire un top 3 des émotions qui te viennent le plus facilement? Alors ça, c'est une question auquel j'ai très difficile à répondre parce que je pense que j'ai difficile à lire mes émotions. En gros, alors ça va peut-être sembler bizarre, mais la meilleure description et je reviens encore à Andrei Tarkovsky. Si tu imagines un paysage qui déroule en noir et blanc assez lentement, ça c'est mon mode premier de perception du monde, de perception de mes émotions, de perception des émotions des autres. Alors parfois, bien sûr, il y a des feux d'artifice quand des choses plus violentes se passent. Mais donc, quand tu vois un monde avec plein de trucs en gris, c'est difficile d'en détacher, d'en prendre et de dire tiens, ça c'est l'émotion et je vais l'appeler comme ça. C'est plus diffus, c'est plus indistinct, c'est plus c'est plus une ambiance.
Maintenant, oui. Maintenant, que tu bon, ressens. une des émotions probablement qui me revient souvent, c'est comme oui, c'est une forme de mélancolie. Et sinon, quoi d'autre C'est vraiment une question. Donc, c'est une colle, ce genre de question pour moi. J'ai des pensées, des émotions, mais qui sont contingentes à ce qui se passe dans ma vie. Donc, je peux avoir, oui, des moments de profonde tristesse ou des moments d'excitation ou des moments d'angoisse par rapport à des objets précis. Mais si la question, c'est quand je me regarde vue d'avion, quels sont mes... Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est contingent, donc ce n'est pas... je ne considère pas que ça me définisse ou que ça définisse particulièrement ma vie intérieure. C'est pas dans ton identité. Et toujours sur le domaine un peu des émotions, est-ce que tu doutes beaucoup? Ou est-ce que tu te sens globalement en confiance? Oui et non. Je pense que l'avantage de vieillir, c'est que on accorde de moins en moins d'importance à justement. Alors peut-être qu'effectivement il y a quand même ces voix intérieures qui éveillent le doute en nous. Oui, ça m'arrive parfois des moments de doute, comme tout le monde, mais de moins en moins. Et bon, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, le fait que j'ai eu ce diagnostic d'autisme et de désordre de l'attention, ça a eu beaucoup d'impact sur moi, mais un de ces impacts était clairement que ça m'a aidé à m'accepter beaucoup mieux qu'avant, parce que du coup, ça ne change rien à ce que tu es profondément, mais ça naturalise. Oui. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment de la reconnaissance dans le sens où toute une série de fonctionnements d'une façon ou d'une autre, que tu avais intériorisé comme étant anormaux, bizarres, par ce diagnostic. C'est en partie symbolique et social, hein, mais font l'objet d'une reconnaissance et donc d'une acceptation. Et pour reprendre cette partie sur ton diagnostic, sur le déficit de l'attention, comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu as des outils du coup pour revenir au moment Ça, c'est une question intéressante. Mais en fait, oui, c'est un peu la question, qu'est-ce que tu fais quand quelque chose comme ça arrive après 50 ans? Alors, d'un côté, il y a peut-être un gros soulagement, mais de l'autre, tu te dis, bon, ça aurait pas été plus mal si c'était arrivé il y a 30 ans, quoi. Donc, oui, il y a des techniques. Je pense qu'il faut toujours questionner d'où vient un diagnostic. Et donc, tous ces diagnostics de neurodiversité, leur point de départ, c'est malgré tout une perspective de syndrome ou de trouble. Donc, ça diagnostique la mesure dans laquelle des personnes ou sont considérées ou se considèrent comme étant comme ayant des problèmes à fonctionner socialement. Alors, il y a des implications à ça. La première implication, c'est de dire, bon, maintenant, j'ai 50 ans, je suis arrivé quelque part, etc. Donc, est-ce que pour pouvoir mieux fonctionner d'une certaine façon dans la société, est-ce que je devrais faire de la thérapie cognitive ou est-ce que je devais prendre des médicaments ou est-ce que je dois accepter et ça c'est aussi c'est une approche de certains psychologues qu'il y a un écosystème d'intelligence, d'esprit et que le mien est comme ça et que ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut soigner. Parce que le problème que l'on considère comme devant être soigné est socialement construit. Je veux dire. Oui. Oui. C'est uniquement si ça t'apporte de la souffrance, en fait. S'il y a quelque chose, si ce problème, par exemple, de trouble de l'attention t'empêche de faire quelque chose que tu voudrais faire, alors tu peux mettre sur pied oui, mais ça va plus loin qu'une grille de lecture purement individuelle. Là, j'ai mis au point une série de façons de discipliner les voyants dont je parlais tout à l'heure, mais il n'est pas très difficile d'imaginer que dans certains environnements professionnels, ce genre de manière de fonctionner n'est pas toléré. Donc, ce n'est pas seulement une question dans des circonstances comme celle-là, ce n'est pas juste moi qui est content ou pas content, c'est ma participation à ça qui n'est pas possible ou qui est. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette diversité de fonctionnement qui n'est pas forcément à guérir ou à normer, à normaliser, je ne sais pas quel est le terme.
Et c'est un côté très ambivalent, ce genre de choses, parce que d'un côté, effectivement, ça peut, en théorie, amener vers une plus grande tolérance de la diversité, des intelligences, mais aussi de l'autre. Ça peut aussi faire partie d'une tendance à individualiser les problèmes sociaux, à concentrer nos énergies, à regarder la façon dont des individus sont différents plutôt que à regarder ce qui collectivement crée des problèmes et amène peut-être des individus à avoir du mal à fonctionner. Tout à fait. Et encore une fois, j'en reviens à tous les ismes, capitalisme, matérialisme, individualisme. Oui, sachant que toi, ayant reçu ton diagnostic après 50 ans, comme tu disais, effectivement, tu as trouvé ton chemin tout seul sans avoir eu ces étiquettes et ces grilles de lecture éventuelles de ton mode de fonctionnement. Oui, je pense qu'il y a du pour et du contre. Enfin, d'une certaine façon, tu peux dire que oui, j'ai dû me faire, sans me prendre trop la tête là-dessus, je pense que j'ai dû me faire plus violence que maintenant les personnes diagnostiquées plus jeunes que moi ne se le font qu'on leur fait. Mais d'un autre, effectivement, peut-être que je suis moins centré sur ça. Parce que je pense aussi qu'un des risques, c'est qu'on se centre un peu trop là-dessus, en fait, au point qu'on utilise ça comme une grille de définition de soi, qui je trouve qui peut parfois devenir un peu comme un carcan. C'est ça. C'est toujours la contrepartie de mettre un nom sur quelque chose. C'est que du coup, ça devient un sujet. Alors que ça pouvait rester un non-sujet sinon. Oui, nommer, c'est créer. Bon, je pense que probablement en tout compte fait, le bilan qui résulte de la création, l'émergence de cette catégorie est plus positif que négatif. Mais effectivement, il y a des risques. C'est intéressant parfois de se promener sur des groupes Facebook ou des communautés virtuelles de ce genre de choses, de ce genre de personnes, et de voir que pour certains, c'est presque un étendard comme ça qui brandissent qui s'y identifient, quoi. Ouais. Pour terminer, je te propose une petite question de métaphysique, justement. L'être humain a cette capacité qui peut réfléchir à lui-même et à sa manière de fonctionner, et aussi au sens de la vie, et éventuellement à croire à plus grand que lui-même. Est-ce que c'est important pour toi de comprendre, ne fût-ce qu'en partie, l'expérience humaine et pourquoi on en est là? Ou est-ce que tu préfères vivre le truc à temps plein? Alors, encore une fois, je trouve que c'est toujours important d'identifier d'où vient la question. Et la question métaphysique, elle se pose souvent, dans ces termes-là, dans nos sociétés occidentales qui ont développé un rapport très particulier au monde, notamment à travers le dualisme, notamment l'homme versus la nature, le matériel immatériel, etc. Et c'est intéressant d'essayer de se détacher un peu de ce dualisme. Et je pense que si nous voulons survivre en tant qu'espèce, c'est presque une nécessité absolue que nous parvenons à nous détacher de ce dualisme. Pourquoi je parle de ça? Parce que pour moi, le problème, l'enjeu ou l'impératif principal n'est pas de savoir s'il y a un Dieu, quelle combinaison de hasard et de facteurs a créé la poussière cosmique sur laquelle nous vivons, mais plutôt d'essayer de trouver une voie qui nous permet de, comment dire, je veux pas parler comme un gourou New Age, mais de nous réincorporer dans le monde vivant qui nous entoure. Je pense que nous sommes beaucoup plus embedded, incorporés dans le monde, dans le monde naturel que nous ne voulons le penser. Je pense qu'il y a longtemps, on avait une connaissance plus instinctive de ça, et je crois que maintenant, on a un peu trop théorisé la question, peut-être. Oui, c'est ça. Je pense que nous sommes plus comme des arbres que nous ne donnons à l'imaginer. Je pense que nous dépendons beaucoup plus de l'environnement naturel pour notre bien-être, pour notre santé physique, à des tas de niveaux dont on commence seulement maintenant à prendre conscience. Et je ne parle pas ici de trucs
principalement psychologiques. Je parle de trucs chimiques. Alors ça, tu es biologiste, donc tu sais que maintenant, de plus en plus, on parle de l'importance des bactéries dans ton système digestif pour ta santé mentale, mais aussi peut-être, comme certains disent, de tes émotions, etc. Oui, nos interactions avec le monde naturel, toucher la terre, ça a aussi un effet sur ta santé mentale. Nous sommes bien moins distincts et nous sommes bien moins indépendants de ce substrat de la nature qu'on nous a appris, que nous l'avons appris à le croire. Toi, c'est un lien que tu ressens de temps en temps, auquel tu te connectes? Oui. Mais bon, je veux dire, ça n'a rien d'original. Il y a tout un tas de travaux de recherche qui montrent ça. Être dans la nature, alors que ce soit ce qui reste de nature peu touché par l'être humain, donc se promener en forêt ou dans des environnements un peu plus sauvages, d'une part, ou alors avoir ce contact physique en touchant des plantes, en sentant, en étant exposé à tous ces parfums, à toutes ces substances chimiques qu'elles génèrent. Oui, il y a des interactions dont tu n'as même pas conscience, en fait. Oui, c'est ça. Et je pense aussi que interagir avec ça, donc par une action, oui, effectivement, cultiver des légumes, mais comment expliquer, ça marche mieux en anglais qu'en français. It's good for your soul. Ça te réconcilie, ça te redonne un sens de la place que tu occupes dans le monde, etc. Et de ce point de vue-là, je n'ai pas besoin de savoir si il y a une métaphysique, quelque chose au-delà de ça, parce que c'est un peu l'idée aussi qui vient du bouddhisme, que c'est la seule réalité. La seule réalité, c'est l'instant présent. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Et donc, la seule chose qui existe, c'est maintenant. C'est juste littéralement maintenant. Et je suis vraiment au tout début de ce chemin-là, mais parvenir à être pleinement conscient de ces moments quand tu es en interaction avec le monde naturel, à être totalement présent, oui, c'est la principale réponse aux questions que nous posons. Ou ce devrait être la principale réponse aux questions que nous posons. Ok. Nous voici arrivés à la fin de l'épisode, en fait. Alors, il y a une question que j'aime bien poser à ce stade-ci, justement, c'est est-ce que tu as aimé l'exercice? Oui, c'est une question intéressante. Je veux dire, je ne me poserai pas forcément une partie de toutes les questions, dans les mêmes termes que toi tu les poses, mais oui, notre question d'être au monde, c'est toujours une question intéressante, oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager en guise de conclusion autour de ce qu'on vient de discuter ou de la santé mentale en général? Si je devais faire une déclaration publique sur ces questions, je serais peut-être tenté de revenir à ce que je disais tout à l'heure, de ne jamais oublier d'où vient la question et donc de la question de la santé mentale et en particulier sa dimension politique. Poser certains problèmes en termes de santé mentale, c'est aussi ne pas les poser en termes de problèmes sociaux. Et donc c'est un choix collectif qui est fait ou qui peut se faire. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je suis vraiment très touchée et heureuse d'avoir reçu ici. My pleasure. Et à bientôt alors. À bientôt. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, partager ou lui donner 5 étoiles en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast ou suivre notre actualité sur Instagram @monologue-podcast. Enfin, Monologue, c'est aussi un site internet avec plein de ressources et d'idées pour vous inspirer et, si le cœur vous en dit, me partager vos monologues à vous. C'est à l'adresse www.monologue-podcast.com. À bientôt.